Bonsoir à tous, je suis Pascal Fechner et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne du Maybe Planet. Alors le rôle de notre média, c'est collaboratif et de s'interroger, d'étudier, d'informer sur les sujets parascientifiques et ses transversalités afin de générer une réflexion et un questionnement sur le monde pour percevoir la vie autrement. Alors bien sûr, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu, de vous abonner à notre chaîne et d'aller jeter un petit coup d'œil à notre page Tipeee. Alors ce soir, je suis accompagné de Camille. Camille, comment ça va? Ça va très bien, et toi? Bon, ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas fait une émission ensemble. Mais oui, c'est vrai. Mais où était Camille? Mais non, elle n'était pas dupée, elle était là, tout va bien. Alors ce soir, on a, enfin, vous le savez, nous, c'est toujours un immense plaisir, et puis je dirais même un honneur de pouvoir discuter avec Pierre Lagrange. Pierre, comment allez-vous en ce début d'année 2021? Bonsoir. On est très très content de vous avoir avec nous ce soir. En plus, vous avez une double actualité. Pour les spectateurs, sachez qu'on a enregistré cette émission mardi et que Pierre a un article dans Le Figaro qui paraîtra mercredi. Donc, on fait un voyage dans le temps puisqu'on est samedi. Donc, c'était ce mercredi. Voilà. J'espère que vous avez tout compris. Sinon, regardez Interstellar et ça vous mettra tout dans l'ordre. Alors, la double actualité, c'est ce bel article dans Le Figaro, puisque Le Figaro vous a demandé, suite à la sortie de la série OVNI, d'un peu expliquer, du J'ai pas au Japon, hein, je crois que c'est ça le titre de... C'est le titre que moi j'ai donné, mais c'est, je crois que c'est OVNI Retour vers le futur. Donc, Ouais, voilà. bon. Oui, hein, c'est pas mal aussi, c'est pas mal aussi. Mais on parlera de cette actualité en deuxième partie d'émission, puisque la grosse actualité quand même, c'est la sortie ce week-end d'un documentaire, j'ai pas peur de dire le mot, historique, énorme, spectaculaire. C'est non, réellement, et vous savez que je le pense, c'est le documentaire, parce qu'on peut réellement parler d'un documentaire et pas d'une capsule. Le documentaire, peut-on parler de l'affaire de Roswell autrement? Si vous vous intéressez aux ovnis, et même d'ailleurs si vous ne vous y intéressez pas, vous avez certainement entendu parler de l'affaire de Roswell. Quasiment plus personne n'ignore, même vaguement, cette histoire selon laquelle une soucoupe volante et ses pilotes se seraient écrasés en 1947 dans le désert du Nouveau-Mexique avant d'être récupérés par l'armée de l'air des États-Unis, qui maintiendrait depuis lors un secret absolu sur les faits. Alors, c'est une vidéo qui est sur la chaîne YouTube de Projet Crank. Alors, si vous suivez un petit peu le Maybe Planet, le Projet Crank, vous en avez déjà entendu parler, puisque moi, j'ai eu la chance de découvrir le Projet Crank pratiquement à sa création. Vous savez que sur notre chaîne, il y a une playlist Projet Crank, et enfin voilà, on voulait faire découvrir Projet Crank à ceux qui ne le connaissaient pas. Et justement, Pierre, est-ce que vous pouvez un petit peu nous expliquer ce qu'est Projet Crank et sa genèse? Êtes-vous bien attentif? Oui, en fait, le projet, on l'a lancé il y a 3-4 ans avec Laetitia. Pour être tout à fait complet, par le passé, j'ai eu l'occasion de travailler pour des chaînes de télévision et sur des projets de documentaires. J'avais travaillé à Canal+, à M6, et j'avais notamment fait le tout premier doc sur lequel j'ai travaillé. C'était un documentaire pour la Cité des Sciences de la Villette, sur la vague belge, sur la vague d'OVNI en Belgique en 1989-90, avec Jean-Christophe Montferrand, qui était un réalisateur de la Villette. Donc ça, c'est un truc dont on était co-auteurs tous les deux. Et évidemment, ça m'avait donné envie, mais à l'époque, il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas tous les outils qu'on a aujourd'hui. Donc, c'était quand même très difficile, sans disposer d'un vrai studio, de pouvoir faire de l'image à ce niveau-là. Et donc, depuis qu'il y a Internet, en fait, il se trouve que j'ai enseigné pendant plusieurs années à Avignon, entre les années de 2007, 2009 surtout, et puis 2016. Et là, j'ai fait la connaissance au départ un ami qui était étudiant en thèse et jeune enseignant comme moi, enfin un peu plus jeune que moi pour le coup, et François Terrel qui ensuite, après sa thèse, s'est mis à faire des vidéos et a créé une chaîne qui s'appelle Le Fossoyeur de films. Le Fossoyeur de films. Voilà, qui fait des millions de vues. Enfin bon, j'ose pas. Allez voir d'ailleurs, c'est très intéressant. Voilà, c'est un spécialiste du cinéma fantastique et son travail est extrêmement, et c'est quelqu'un en plus qui est adorable. Donc vraiment, c'est une chaîne, enfin pour les rares personnes qui la connaîtraient pas, parce que je crois qu'il y a plus grand monde, c'est un travail remarquable. Et donc on a pas mal discuté de tout ça, de quand il commençait sa chaîne et tout. Et c'est vrai que moi j'ai suivi ça et depuis toujours j'avais l'idée que, parce qu'en fait, comment dire, j'ai toujours été un peu déçu, je dois dire, chaque fois que j'ai été invité dans des émissions de télé, parce que on n'arrive jamais à dire tout ce qu'on veut. Bon, ça c'est toujours normal, hein, mais parfois on se retrouve même avec ses propos tellement déformés qu'on ne s'y retrouve plus.
Et donc, je me disais, il faut vraiment que j'arrive à adapter ce que je sais faire un peu en écriture, en y rajoutant de l'image. Mais évidemment, j'étais très limité dans les moyens. Voilà. Je montre bien sûr parce que Pierre Lagrange est l'auteur de plusieurs livres. Excusez-moi. Alors, je le mettrai en incruste, hein, comme ça vous le verrez mieux. La rumeur de Roswell. Et puis, vous avez aussi, bien sûr, OVNI. Ce qu'ils ne veulent pas que vous sachiez. Excellent. Livre magnifique aussi. Mais on mettra les incrustes d'images, bien sûr, hein, pour que vous les voyez mieux à l'écran. Voilà. Et donc, je voulais, parce que l'OVNI, c'est quand même un sujet qui fait appel à justement la perception. Et parmi les grands films, il y a Rencontre du troisième type. Et je me disais, c'est dommage de ne pas pouvoir utiliser l'image parce qu'il y a énormément d'archives qui sont passionnantes justement en termes iconographiques. Et donc, j'ai commencé un peu à explorer, à discuter avec justement des personnes qui savaient faire ça. Et j'avais commencé, donc, alors avec Laetitia, qui est une amie d'Avignon également, on avait commencé à monter cette espèce de projet. Et au départ, donc l'idée, c'était de parler de ces sujets paranormaux, mais à travers le genre de questions que moi, j'essaie de soulever là-dessus. C'est-à-dire, c'est pas juste les questions, est-ce que c'est vrai ou pas, est-ce que ça existe ou pas, est-ce qu'il faut y croire ou pas, des choses comme ça, mais c'était de prendre un tout petit peu de recul et de commencer par faire un certain nombre d'enquêtes historiques soignées sur ces sujets, ce que j'ai déjà fait par ailleurs, mais justement de rajouter le support de l'image qui permet de communiquer, à mon avis, avec plus de gens. Et donc, alors la vraie difficulté, par contre, par rapport aux articles universitaires que j'ai pu écrire, c'est qu'il faut trouver un style pour intéresser des gens qui n'iraient jamais lire un article académique, parce que c'est imbitable, honnêtement. Bon. Et même certains de mes livres sont difficiles à lire par moment, peut-être. Donc, bon. Mais il y avait un travail d'écriture et puis d'image. Et donc, on a commencé par faire quelques essais de vidéos où on dialoguait. Mais bon, honnêtement, au début, on tâtonne et puis on s'est rendu compte que c'était pas vraiment utilisable. On avait fait une première vidéo, par exemple, sur la Terre plate. Et parce c'était l'époque où tout le monde parlait de Terre plate et tout. Et moi, je voulais prendre le contre-pied justement de la dénonciation des platistes en montrant que dans le discours sceptique, il y avait au moins des arguments largement aussi ridicules que ceux de la Terre plate. Mais bon. Donc ça, je le referai autrement. Mais bon, ce qu'on avait fait, c'était pas utilisable. Donc dans ces cas-là, on laisse tomber et puis on recommence. Et voilà. Et après ça, comme j'avais des moyens très limités, j'ai fait des petites capsules que vous avez remarquées, mais qui sont très courtes. Donc en quelques minutes, on peut pas dire grand-chose. Il faut être très synthétique. Et du coup, là, je me suis rendu compte qu'apparemment, bon, déjà, c'est très court, donc ça permet pas de fidéliser les gens. Et puis surtout, c'est du texte à lire. Donc, et puis par moments, c'est peut-être un peu trop complexe, justement, certaines tournures que j'emploie. Et donc, j'ai acheté un micro, évidemment, parce que la base, quand on fait de la vidéo, c'est pas l'image, mais c'est le son, c'est un micro. Et puis, je me suis dit, maintenant, qu'est-ce que je fais? Et j'avoue que j'ai tâtonné pendant un moment, donc j'ai engrangé énormément d'images d'archives, d'abord. Et j'ai commencé à écrire des tas de textes sur différents sujets, en essayant de voir à quoi j'aboutissais, quoi. Et puis cette histoire de Roswell que je connais bien, je voyais bien depuis un moment qu'il fallait essayer de faire quelque chose pour en parler justement autrement. Et ça m'a demandé à la fois un travail de recherche d'archives énorme, qui m'a pris, enfin je sais pas, j'ai dû y passer 2 ans, quoi. Ouais, ça m'étonne pas. Ouais, c'est ce que j'allais demander, combien de temps ça a pris ce documentaire, parce que toutes les archives, les images, les documentaires, les voix, c'est un travail colossal. Il y a donc là, Projet Crank, habituellement, c'est des petites capsules qui durent pas très longtemps, mais là, c'est aussi un nouveau défi, puisque c'est quand même, ça fait 1h10 de documentaire. Donc, il faut avoir la matière pour pouvoir alimenter 1h10 en images. Ça, la matière, je l'avais, j'avais quasiment 2 heures à l'arrivée, donc c'est pas un problème. Mais le truc, c'était justement d'enlever tout ce qui aurait lassé les gens pour garder ce qui était essentiel pour comprendre l'histoire et puis pour comprendre ce que j'essaie d'introduire derrière, qui est pas le discours habituel qu'on entend en général sur ces sujets-là, quoi. En 1980, paraît un livre intitulé The Roswell Incident, l'incident de Roswell. L'auteur principal de ce livre s'appelle Charles Berlitz. C'est un auteur américain de best-seller à qui on doit 2 livres sur le triangle des Bermudes qui ont remporté quelques années plus tôt un succès international. Les faits rapportés dans The Roswell Incident ont été mis au jour par un autre ufologue, Stanton Friedman. Physicien de formation, Friedman consacre son temps à faire des conférences sur les ovnis et à enquêter sur les témoignages à propos de ces phénomènes. Est-ce que vous pouvez juste nous expliquer pourquoi Projet Crank? Parce que ça a obligatoirement une signification. Oui.
Alors en fait, crank, le mot crank, c'est un mot de l'argot américain, qui vient de l'allemand, je crois d'ailleurs, hein, et qui signifie, en gros, qui désigne tous les fondus de paranormal, on va dire, tous les gens, les excentriques qui défendent des théories un peu folles. C'est entre les fous littéraires et les parascientifiques, on va dire. Voilà, c'est un peu ça. C'est un peu comme fringe en anglais, alors, quelque part. Fringe. 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 Alors, c'est vraiment un terme d'argot, c'est-à-dire c'est un terme qui est moqueur, qui est dépréciateur au départ. Et moi, l'idée, justement, c'était de le reprendre pour le valoriser, en fait, le prendre à rebours, le terme. Et puis, j'aime bien la sonorité, je trouve qu'il a un côté croquant, enfin bon, il est amusant. Et le logo est sympa aussi, je trouve. Voilà, le logo, alors c'est un de mes anciens étudiants qui m'a fait le logo, qui a fait, je trouve, un super truc. Donc, bon, voilà, j'avais un certain nombre d'idées, on voulait même faire un magazine autour de ça. Bon. Ouais. Et l'idée, donc, c'est de prendre tous ces sujets dits crank et de les traiter avec un regard vraiment totalement décalé par rapport au point de vue qu'on entend à peu près tout le temps sur ces thèmes. Ouais. Et ça, c'est un peu mon travail depuis 30 ans, je dirais, donc que j'ai essayé de faire depuis la rumeur de Roswell, justement. Là, vous avez fait quelque chose d'exceptionnel. Enfin, alors, justement, pourquoi Roswell? Alors, parce qu'on se rend compte, en fait, au final, et c'est vrai que je m'en suis encore plus rendu compte quand j'ai regardé le documentaire, on se rend compte que tout le monde connaît la légende ou le mythe de Roswell, mais en fait, on ne connaît pas la vraie histoire de Roswell. Pour finir de montrer que l'affaire de Roswell débute bien en 1980 et pas en 1947, il suffit d'ailleurs de consulter la littérature sur les ovnis publiée entre 1947 et la parution du livre de Berlitz et Moore. S'il arrive évidemment qu'on trouve ici ou là des auteurs qui se souviennent du fait divers survenu à la base de Roswell, on ne trouve aucune trace d'un débat lancé à propos de l'histoire d'une soucoupe écrasée et des corps de ses pilotes près de Roswell en 1947. Et pour cause, puisque ce sont Friedman, Moore et Berlitz qui inventent au vrai sens du terme cette histoire. Alors, voilà, c'est compliqué l'histoire de la vraie histoire de Roswell, parce que je prétends pas être, comment dire, le seul à pouvoir raconter cette histoire, puisqu'il y a plein d'acteurs différents, des ufologues notamment, qui ont écrit des livres et tout, et il y a des tas de manières de raconter cette histoire. Moi, ce qui m'intéressait vraiment, c'était pas d'éviter les débats forcément sur la réalité ou autre, mais c'était déjà de reprendre l'historique de l'affaire, c'est-à-dire du débat sur cette histoire, tel qu'il s'est véritablement déroulé. Or, ce dont je me suis rendu compte depuis 1997, en fait, c'est qu'il y a une espèce de manie qui a été prise par tout le monde, et à commencer par les sceptiques, qui consiste à nous raconter que depuis 1947, il y a une histoire de soucoupe volante qui se serait écrasée, que les gens y croient, que pourquoi sont-ils crédules et tout ce qui s'ensuit. Or, cette histoire, elle commence pas en 1947. Alors, c'est là où il y a un argument compliqué, parce qu'évidemment, il y a plein de gens qui vont dire, mais si, ça commence en 47, l'événement, il s'est déroulé en 47. Oui. Mais en fait, le débat, il commence, lui, à partir de 1980. Avant 1980, il n'y a pas de débat sur Roswell. Et donc, tout le problème, c'est d'articuler cette espèce de situation paradoxale entre un événement qui est daté de 47, un débat qui commence en 1980 et qui va même vraiment commencer en 87 aux États-Unis, puis en 95 dans le reste du monde, et puis toutes ces questions qui vont se greffer dessus, qui font que, je dirais, ceux qui se disent sceptiques sur cette histoire vont en fait énormément participer à tordre un peu l'histoire telle que le débat s'est déroulé. Et ça m'a intrigué à partir de 97-98 quand j'ai vu la manière, après avoir publié mon livre justement, quand j'ai vu comment la tournure que ça prenait, je me suis dit mais c'est assez stupéfiant quoi. Et pendant longtemps j'ai fait des articles, des choses pour en parler, mais il fallait le raconter autrement. Et là j'ai mis le temps, mais l'idée c'est d'essayer de décrire cette histoire vraiment d'un point de vue un peu, j'espère, original quoi. Moi, je le dis et je l'ai écrit d'ailleurs, pour moi, ce documentaire est digne d'un prime time, très honnêtement. Enfin non, mais pour moi, c'est digne d'un reportage qu'on peut avoir sur Discovery, sur History. Enfin, voilà. C'est vraiment bricolé avec 3 fois rien, quoi. Bah oui, mais il y a la connaissance. Et en plus, votre voix apporte beaucoup, effectivement. Et je vous admets que moi-même, en regardant, j'ai beaucoup réfléchi parce que je me suis dit, mais oui, c'est vrai que c'est tellement plus agréable d'entendre parler plutôt que de lire. Là, pour moi, vous avez fait c'est un coup de maître que vous avez fait, très honnêtement. C'est vrai que c'est pas pour vous jeter des fleurs, Pierre, mais c'est vrai que
c'est très bien fait, dans le sens où il y a en fait, on sent que ça a été écrit. Enfin, voilà, vous savez où vous voulez en venir. Nous, on ne sait pas forcément parce que on a des surprises dans le documentaire, mais c'est très bien ficelé. C'est chronologique, mais en même temps, on revient sur certaines choses et avancer dans le documentaire, on se rend compte de ce qui a été dit au début. Enfin, c'est une enquête vraiment... policière. C'est une enquête policière, quoi. C'est vraiment, hein, c'est palpitant. Enfin, comprenez aussi que, amis spectateurs, on a voulu faire cette vidéo parce qu'il faut absolument regarder cette vidéo et il faut absolument la partager à vos amis. Même moi qui croyais bien connaître la chose, j'ai appris beaucoup de choses. Les documentaires, il y a des documentaires, je ne savais même pas qu'ils existaient. Et c'est vrai que je suis sorti de ce documentaire en me disant, mais c'est dingue ce que j'ai encore à savoir pour être au niveau, quoi. Et en même temps, c'est fait, c'est pas élitiste, c'est pas pédant, il n'y a pas de moquerie, il n'y a pas de... Vous voyez ce que je veux dire, Pierre? C'est vraiment, on sent qu'il y a une volonté de rendre accessible cette connaissance, mais de façon presque ludique par moments, parce qu'il y a des moments aussi qui font beaucoup sourire quand même. On en parlait justement hors antenne, avec cette histoire de glace à la fraise, on peut peut-être en dire 2 mots. Oui, vas-y. Moi, il faut laisser les gens regarder le documentaire et mettre en commentaire #glace à la fraise, comprendront ceux qui auront regardé le documentaire. Oui, il y a une petite surprise à un moment sur... oui, peut-être qu'il faut le découvrir, oui, effectivement. Ouais. Bon, vous nous disiez que vous aviez failli pas la garder, heureusement vous l'avez gardée. Oui, parce que, évidemment, comme au départ, j'avais quasiment 2 heures, j'ai fait plein de... Alors, j'ai fait énormément de coupes parce qu'à la fin, j'étais parti dans un cours de sociologie. Et là, je me suis rendu compte que vraiment, les gens allaient mourir avant la fin. Donc, j'ai enlevé tout ça. J'avais un départ aussi qui était un peu trop abrupt, ce qui fait que j'ai des amis qui m'ont fait des remarques en me disant non, là, il faut que tu commences plus doucement quand même parce que les gens, tu vas les perdre dès le départ. Donc, ça a été vraiment énormément de travail. Je m'y suis repris plein de fois je l'ai remonté plusieurs fois, ce doc, pour arriver à quelque chose qui coule à peu près, quoi. Moi, ce que j'adorerais, Pierre, très honnêtement, c'est que ce documentaire soit pris, soit absorbé par des enseignants de l'éducation nationale, qui le montrent à des collégiens, à des lycéens, parce que pour un jeune, Roswell, c'est déjà tout construit. Ça a toujours été là. Vous voyez ce que je veux dire pour un jeune qui est passé par la culture pop, parce que Roswell est passé par la culture pop. On voit cet extrait d'Independence Day qui est juste est aussi très amusant. Il y a pire que ça, puisqu'il y a une série à la base pour adolescents. Là, il y a une série. Roswell, effectivement. Voilà. Ça, j'aurais voulu en parler, mais pareil, ça fait partie des petites choses que j'ai laissées de côté. Bon, oui. Bon, puis c'est pas toujours facile parce qu'il y a des choses, des fois, on voudrait les utiliser, mais il y a aussi toute une problématique de droit à l'image, de choses comme ça qui sont quand même très compliquées. J'avoue que j'ai angoissé, puis en plus, mon angoisse, elle n'est pas levée parce que j'ai très peur qu'il y ait je sais pas qui me tombe sur le dos. Moi, j'ai utilisé ça, en fait, exactement comme quand j'écris. Je vais prendre des extraits de texte, faire des citations. Et donc, j'ai fait la même chose. J'ai rien volé à personne. Je veux dire, il y a tous les crédits à la fin. Enfin, j'ai essayé de mettre tous les crédits. C'est pédagogique. Voilà, je ne me fais pas passer pour le type qui a fait ces choses-là. Je les utilise pour faire une démonstration qui va au-delà de chaque extrait, on va dire. Et puis, c'est pas monétisé de toute façon. Non, parce qu'il y a eu 2-3 réclamations justement d'Independence Day, puis de quelques boîtes de prod, ce qui est tout à fait normal, ce qui fait que la vidéo n'est pas monétisée. Et s'il y a des droits, c'est eux qui les toucheront. Moi, je m'en fiche, je suis pas l'auteur de ça, donc évidemment. Ce que je voudrais tout simplement, c'est que l'intégrité de la démonstration que j'essaye de faire ne soit pas amputée d'un extrait. Parce que si, par exemple, on m'enlève les extraits de Jacques Pradel, par exemple, une partie de la démonstration disparaît. Quoi. Ça devient très difficile à illustrer, pour le coup. Mais j'espère que YouTube et puis les différents auront l'intelligence de dire mais c'est hyper pédagogique, c'est un documentaire important. Et comme je vous le disais, s'il y a des enseignants qui nous regardent, j'imagine qu'il n'y en a pas beaucoup, mais s'il y en a, montrez ce documentaire à vos élèves. Vous avez toujours des moments où c'est plus calme, fin d'année, machin. Au lieu de montrer des films avec des cassettes où l'image est verte tellement la cassette est passée, montrez le documentaire de Pierre Lagrange. Je pense que pour beaucoup de jeunes, ils vont se rendre compte de l'importance et
Moi, c'est ce que j'ai appris avec vos livres, Pierre, hein, ça je vous l'ai toujours dit, de l'importance d'aller chercher la source. Et ça, vous nous l'avez toujours dit, que le problème du monde ufologique, c'est le monde ufologique a tendance à faire des copier-coller. Tout le monde a cette tendance. Hein. Je le montre pour les universitaires à la fin de la vidéo. C'est le même problème, quoi. Avec le désintérêt des médias et du public pour les ovnis, seuls les groupes et réseaux d'ufologues continuent de s'intéresser au sujet. L'histoire décrite dans le livre de Berlitz et Moore est une nouveauté pour ces ufologues. Tout comme le public, ils découvrent cette affaire. Les réactions des amateurs d'ovnis sont très diverses. Beaucoup se méfient de Charles Berlitz car ils ne prennent pas au sérieux les histoires à propos du triangle des Bermudes. D'autres regardent le cas de Roswell d'un œil critique. Pourtant, quelques-uns sont intéressés. Le livre de Berlitz et Moore introduit en effet au sein de l'ufologie mainstream l'idée que les autorités n'auraient pas seulement des preuves sous la forme de témoignages d'observateurs compétents, de photographies ou de détection radar. L'ouvrage introduit l'idée que le gouvernement détient des preuves physiques indiscutables et d'une nature totalement inédite puisqu'il s'agit carrément d'épaves d'ovnis accidentés. Une telle idée laisse les ufologues très partagés. J'ai envie de vous poser la question, mais pour certains universitaires, j'ai l'impression que la fin justifie les moyens. C'est-à-dire qu'en fait, je pense que ça part d'une problématique beaucoup plus simple, c'est-à-dire que pour beaucoup, moi j'ai vu, parce que je fréquente des universitaires depuis toujours, donc j'ai souvent vu comment les gens, en fait, ils ont une réaction de personnes normales, on va dire. Pour beaucoup de gens, quand on parle de soucoupe volante, on commence à dire des conneries, en gros, c'est pas sérieux. Et donc, ils n'imaginent pas que parler de sujets qu'ils considèrent comme stupides, ça demande du travail. C'est ça le problème, c'est que comme c'est un sujet stupide, ils se disent, c'est un sujet stupide, donc je peux improviser, en gros. Non. C'est ça. Un historien, il y a de très grands historiens qui travaillent, par exemple, sur les revenants médiévaux, ils ne se permettent pas de citer de manière approximative les sources. Et pourtant, c'est des histoires de fantômes. Donc, je veux dire, n'importe quel sujet, si on l'étudie, il faut le faire avec des sources sérieusement documentées et des questions qui sont de vraies questions. Et quand je vois certains collègues qui posent des questions, en gros, d'animateurs télé, c'est un peu décevant, quoi. On peut s'attendre à autre chose, effectivement. Et je vous admets qu'il y a la première heure de film qui est absolument passionnante et qui est assez rythmée. Enfin, vraiment, on apprend plein de choses. Mais moi, vraiment, où j'ai pris mon pied et ma gifle, je ne sais pas dans quel ordre, mais c'est vos 10 dernières minutes qui sont réellement profondes. Enfin, il y a une profondeur dans votre propos sur les 10 dernières minutes qui est juste exceptionnelle. Donc, vous avez 10 minutes, allez directement aux 10 dernières minutes, mais moi, je trouve qu'il y a vraiment une profondeur dans ce documentaire. Oui, ça parle de Roswell, mais il n'y a pas que ça. Ça démontre aussi certains travers qu'on peut connaître quelque part de gens qui, comme vous dites, qui disent comme c'est un sujet loufoque, on s'en fout, on peut y aller. Le grand public, de toute façon, sera avec nous et personne ne nous contestera. Pour moi, c'est plutôt... Enfin, oui, ça parle de Roswell, mais pour moi, ça va vraiment beaucoup plus loin que ça. C'est vraiment la comparaison entre la pure croyance et l'esprit critique. Il y a vraiment... C'est tout ça qui a amené, en fait, dans ce documentaire. C'est bien au-delà de Roswell. Roswell en est qu'une démonstration, en fait. C'est l'illustration de ça. Donc, on le retrouve dans plein de choses aujourd'hui, et je trouve peut-être de plus en plus. Oui, mais il y a dès le début, de toute façon, on aborde le sujet parce que, j'ai pris mes quelques petites notes, hein, mais voilà, on parle de phénomène de crédulité collective, mais ça existe toujours et de plus en plus en masse. L'esprit critique est remis en question régulièrement. C'est très compliqué aujourd'hui, même au niveau de professionnels, d'avoir un esprit critique qui est basé sur des faits, sur de la recherche approfondie. Effectivement, il y a beaucoup de choses qui sont survolées. Donc là, c'est vrai que Roswell, quelque part dans l'ufologie, c'est le monument, en fait. C'est peut-être trop. Effectivement. Oui. Et justement, et c'est là où on replace correctement les choses en disant attention, on se trompe dans les dates, il faut remettre les choses où elles sont, d'où elles viennent et reconstruire l'histoire comme elle aurait dû et pas falsifier juste parce qu'il y a eu des erreurs à un moment donné, on a fait des amalgames et c'est devenu complètement autre chose.
Il y a deux choses qui m'ont intéressé dans cette histoire. C'était effectivement remettre la chronologie du débat dans l'ordre, en montrant justement comment c'est à partir de 80 qu'on va revenir chercher 47 pour le retraduire dans autre chose. Et ça, c'est la plupart des gens avec qui j'en parle n'arrivent pas à saisir cette espèce de subtilité-là. C'est vrai que c'est pas évident, et moi-même, j'ai mis quand même du temps à comprendre ce truc-là. Et puis, il y a le deuxième problème qui est totalement présent par rapport à ça, justement, c'est cette espèce de recours à l'argument, justement, critique, qui est souvent organisé n'importe comment. Enfin, c'est pas très rigoureux, justement, comme esprit critique. Et donc, mon idée, c'était de dire, est-ce qu'on gagnerait pas à sortir de ce genre de débat pour rendre possible une vraie discussion sur ces sujets sans tomber dans ces espèces d'attaques frontales, de dénonciations, d'excommunication quasiment, qui gênent en fait le débat. Parce qu'aujourd'hui, Roswell, justement, c'est un exemple qui me paraît intéressant parce qu'il est significatif de la manière dont aujourd'hui on ne parle plus que de théorie du complot. Donc en fait, c'est un sujet qui a complètement contaminé, on pourrait dire, l'ensemble de la société. Quand Emmanuel Macron fait une interview à l'Express, il y a tout un passage sur les théories du complot. Donc il y a une époque, j'étais le seul à m'intéresser, enfin quasiment à m'intéresser à ces trucs-là. Et aujourd'hui, tout le monde en parle tous les jours. Donc je pense que c'est intéressant de reprendre des cas aussi emblématiques que cette histoire et de dire, est-ce qu'il y a un moment où on n'a pas un peu dévié par rapport au débat qu'on pourrait avoir? Parce que c'est important de débattre en société. Et je pense que c'est un problème. C'est pour ça que je fais des comparaisons à un moment avec la période du colonialisme. Cette manière qu'on a d'exclure d'emblée une partie de la population en disant c'est des esprits crédules et tout, c'est pas forcément la manière la plus saine d'aborder, je pense, ce genre de sujet. Même si, encore une fois, il ne s'agit pas de dire pour moi, parce que je suis quand même plutôt sceptique sur l'affaire de Roswell, je l'ai amplement montré, mais il ne s'agit pas de choisir justement entre un camp et l'autre, il s'agit d'essayer de trouver une espèce de troisième voie, je dirais, pour aborder autrement justement cette manière de débattre. Est-ce que justement c'est pas une troisième voie, mais la première voie quelque part? Parce qu'aujourd'hui, si on se base sur des altérations de l'histoire, ça devient des faux débats, puisque c'est fondé sur rien ou fondé sur des erreurs. Donc là, aujourd'hui, en fait, le problème, c'est que l'ufologie se base énormément sur Roswell, notamment, et il y a plein de croyances et de faux faits qui sont basés là-dessus, alors que il y a des énormes erreurs. Et pour moi, se baser sur des faits erronés, c'est un faux débat. Il y a un problème déjà dès le départ. Alors que, effectivement, comme on l'a fait dans les émissions qu'on a pu faire ensemble, justement sur Kenneth Arnold, où on remet les choses dans l'ordre et dans leur contexte, parce que, voilà, c'est vrai, et c'est ça, en fait, Roswell, hors contexte, avec l'œil d'aujourd'hui, a une traduction totalement différente de remise dans le bon contexte de l'époque. Oui, alors, ceci dit, je voudrais juste un truc, je ne veux pas sauver les ufologues, mais il y a un point sur lequel, moi j'estime qui me concerne un peu moins, c'est-à-dire que c'est normal pour des gens qui s'intéressent au sujet d'essayer de faire leur démonstration. Alors après, on peut discuter. Encore une fois, moi j'ai souvent montré que je n'étais pas d'accord avec la solution qui était donnée par les ufologues, si on va jusque-là, quoi. Mais ce qui était intéressant, c'est de voir comment ils ont redécouvert cette histoire donc qui avait été complètement oubliée en 78. Ils l'ont creusé, ils l'ont relié avec d'autres éléments, et ça, peu à peu, ça a monté. Il y a eu une affaire comme ça qui a monté, qui a pris de l'ampleur. Alors après, on peut discuter, évidemment. Est-ce qu'ils ont bien attribué les choses? Est-ce qu'ils n'ont pas fait? Et ce qui est intéressant, alors ça sera un autre documentaire à faire, mais on pourrait faire un documentaire pour décrire que, en fait, quand on nous dit aujourd'hui, les ufologues, il y a un certain nombre d'ufologues qui sont d'accord pour dire il y a une soucoupe volante qui est tombée à Roswell, près de Roswell. Mais si on regarde le détail de ce que chacun de ces ufologues a écrit, il n'y en a pas deux qui pensent la même chose. Il n'y en a pas deux qui ont le même scénario. La soucoupe, par exemple, l'endroit où la soucoupe principale serait tombée, il n'y a pas deux auteurs qui le situent au même endroit. Donc, ça rend la chose un peu compliquée. Donc, mais ceci dit, ça, c'est pas rare dans une enquête d'avoir des désaccords et d'avoir un accord très difficile à obtenir. Donc ça, je dirais, je critique pas forcément ni les ufologues, ni d'ailleurs les sceptiques sur les scénarios qu'ils font. Ça fait partie du jeu, je dirais.
Oui. Moi, ce qui me pose problème, c'est cette espèce de passage du débat à la montée en généralité où d'un coup on dit ils sont irrationnels, ils sont crédules. En gros, c'est des cannibales, quoi. Non, c'est des gens normaux. Moi, j'ai débattu pendant des années avec des ufologues. Alors, c'est pas toujours facile, hein, mais c'est des gens normaux. C'est pas des monstres. C'est pas les monstres aux limites du monde connu de la chrétienté avec les panothéens ou les sciapodes ou autres, ou les cyclopes. Il y en a quelques-uns quand même, mais bon, on va dire que dans la majorité, voyez, ça se passe bien. Voilà, c'est pas un argument qu'on peut amener qui peut permettre de régler le débat intelligemment. Parce que aujourd'hui, on entend beaucoup cet argument qui consiste à dire les complotistes sont des gens qui, dès que vous discutez avec eux, ce qui n'est pas faux, si vous n'êtes pas d'accord, ils disent vous faites partie du complot. Donc en fait, le débat s'arrête, ils vous englobent dans le complot. Moi, ça m'est arrivé. Il y a plein de gens qui m'ont dit tu bosses pour la CIA, pour l'US Air Force. Enfin bon, si j'avais dû toucher tous les chèques qu'on m'a promis, enfin bon. Et donc c'est vrai, c'est un argument tout à fait sérieux. Mais il faut bien voir qu'au départ, quand on a justement des chercheurs universitaires qui eux-mêmes, quand ils parlent de ces histoires, ne discutent pas avec les gens, mais viennent dire ah, ces gens en fait souffrent de tel syndrome, sont crédules, mais en fait c'est exactement le même genre d'explication. On ne parle pas aux gens et on les recouvre d'une explication. Moi, alors, je fais de la sociologie quand même, de l'anthropologie depuis 30 ans, j'estime que c'est pas comme ça qu'on doit faire des sciences sociales et qu'on doit débattre avec le public. On doit s'y prendre autrement. Donc je suis très sceptique sur ce. Alors, donc quand on vient dire aujourd'hui aux gens, vous les complotistes, vous bloquez le débat, mais qu'en fait on l'a déjà bloqué en amont en les accusant d'être irrationnels, ben finalement personne ne fait avancer la discussion. C'est une double clé, effectivement. C'est une double clé d'immobilisation. Après, Pierre, je pense que vous serez quand même d'accord pour dire que là, vous allez avoir du boulot pour les années, voire les décennies à venir avec les mouvements américains, style QAnon, qui ont encore fait monter le truc à un niveau supérieur quand même. Alors oui, la difficulté de ce genre de sujet, c'est que c'est très difficile de proposer comme ça, d'aborder, de remettre de la démocratie dans les débats, on va dire. Ouais, parce qu'évidemment, il y a plein de gens qui vont venir dire, oui, mais tu as vu qui on a en face, on a QAnon quand même, c'est-à-dire en gros des néo-nazis quand même. On a vu ce qui s'est passé au Congrès la semaine dernière. Hein. Je veux dire, les types qui se promènent avec des t-shirts nazis carrément, négationnistes et autres, c'est quand même des gens affolants. Compliqué. Voilà. Mais le truc, c'est que notre force, c'est la démocratie. Si on l'abandonne sous prétexte qu'on a affaire à des fascistes, ben, ils ont gagné quelque part. On fait pareil. Donc, je pense l'enjeu est d'autant plus important sur ces sujets d'essayer de ne pas justement tomber dans des travers un peu faciles qui consisteraient à dire, en gros, on traite des cobayes de laboratoire, quoi. Non, on est dans une société, on ne choisit pas forcément ses interlocuteurs. C'est difficile. Et donc, il faut être carré, c'est-à-dire, déjà, quand on en parle, s'être documenté effectivement pour ne pas attribuer aux gens des choses qui, même s'ils sont idiots ou fascistes ou autres, on doit être précis sur ce qu'on leur fait dire. Et puis faire l'effort d'essayer de se dire, c'est quoi les bonnes questions, en fait. Parce que souvent, sur ces sujets, on veut savoir ce que les gens pensent. Mais on s'interroge assez rarement sur les questions qu'on formule. Et moi, ce que j'ai toujours appris en faisant mes études, et ça, c'est vraiment un truc que je dois à mes professeurs, c'est de m'avoir toujours appris que ce qui est extrêmement important, c'est la manière dont on formule, dont on construit une problématique. Si on a foiré la problématique, il ne faut pas s'attendre à trouver une bonne réponse intelligente à la fin. Voilà. À partir de l'année suivante, des chercheurs en sciences sociales vont commencer à publier des articles, des chapitres de livres, des mémoires, des thèses, des livres et de très nombreux commentaires à propos de cette histoire. Et ce qui est surprenant, c'est qu'ils vont tenter d'expliquer pourquoi les gens ou une partie du public croient à la réalité de l'affaire de Roswell depuis 1947. Vous avez bien entendu. Alors que cette histoire ne débute qu'en 1980, alors que les Américains ne la connaissent que depuis 1987 et que le reste du public n'a découvert ce dossier que depuis 1995, quasiment tous les chercheurs en sciences sociales qui vont s'y intéresser vont se comporter comme si la croyance à cette histoire remontait à 1947. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'ils se sont basés sur les commentaires journalistiques de l'été 1997 et parce qu'ils ont repris à leur compte la confusion entre l'anniversaire de l'observation de Kenneth Arnold et l'ancienneté attribuée à l'affaire de Roswell. Et c'est
c'est concrètement ce que vous arrivez à démontrer à travers ce documentaire. Je trouve. C'est ce que j'essaie de faire au moins. Non, mais c'est tout à fait réussi. Alors, Pierre, j'ai envie de vous demander, alors le documentaire est assez récent, puisque je ne dis pas d'ânerie, vous l'avez mis samedi en ligne, je crois. Oui, ça fait quelques jours, oui. Samedi, Je l'ai mis dans la nuit, je crois, le matin, un truc comme ça. Moi, je dois être un des premiers à l'avoir vu. Je vous dis, tout le week-end, je pestais de voir le nombre de vues qui augmentait pas. Je disais, mais c'est pas possible quand même. Alors, ça a bougé quand même un petit peu, c'est pas mal. Je suis assez content, j'avoue. Là, ça commence à prendre un rythme de croisière, mais s'il vous plaît, regardez-le et surtout partagez-le. Faites-le découvrir à vos amis. C'est vraiment de la qualité. Mais alors, est-ce que vous avez eu déjà des premiers retours, justement Alors, en fait, c'est encore un peu tôt. Voilà, donc il y a eu un certain nombre de commentaires donc, sur la page de la chaîne. Donc, ça a été plutôt pas mal comme réaction parce que, en fait, les gens sont très bienveillants. Moi, honnêtement, je craignais qu'il y ait une espèce d'armée de trolls qui débarque et qui envoie la vidéo dans les limbes parce que c'est un risque concrètement. Et en fait, les gens ont regardé la vidéo avec beaucoup de bienveillance. Ils ont fait des commentaires très positifs. Quand ils posent des questions, elles sont extrêmement intéressantes. Donc, si ça continue comme ça, je suis ravi. Il y aura forcément à un moment des gens qui vont essayer de mettre un coup de pied dans la fourmilière. Mais bon, ça fait partie du jeu là aussi. Ça va être compliqué parce qu'il est solide quand même, le documentaire. Bah, j'espère. Là, je peux vous dire Oui. Mais rien n'est inattaquable. Je veux dire, moi, je vois les faiblesses du documentaire. Je vois des choses qui ne vont pas. Mais bon, voilà. Enfin, en tout cas, s'il est attaqué, ce sera de façon constructive. Et comme vous dites, ça va faire avancer le débat, quoi. Donc, non, c'est. Alors, des projets justement. Est-ce que ça vous a donné envie de. Là, je pense que vous avez le bon format quand même. Alors, en fait, j'ai toute une liste parce que quand j'ai commencé à travailler sur celui-là, j'ai mis, je sais pas, une douzaine de projets en chantier. Ah ouais, quand même, ouais. Oui, parce que en fait, le problème, c'est que j'ai un peu trop d'idées, on va dire, donc de choses que je voudrais faire. Le problème, c'est de les aboutir. C'est ça. Voilà. Et donc, j'ai engagé la rédaction de plein de sujets. Et puis, il y a un moment donné où il y a un sujet, comme celui-là, je me dis, bon, celui-là, il est mieux sur les rails, ça va. Donc, je vais continuer jusqu'au bout. Mais j'ai au moins 2 autres vidéos qui sont une qui est quasiment finie. Alors, le problème, c'est que Roswell, ça fait longtemps que je croyais qu'il était quasiment fini. Puis quand je l'ai montré à une amie, notamment, qui est en thèse, on discute depuis plusieurs années, je lui ai montré, elle m'a dit non, alors là, le début, on comprend rien, il faut que. Donc, j'ai tout repris. Et puis après, je l'ai montré à François Terrel, justement, le fossoyeur de film. Et alors, lui, il m'a dit il est où l'accompagnement musical? Je lui dis, c'est quoi ça, l'accompagnement musical? Il me dit, je sais pas, une petite musique de fond là pour attraper les gens et tout. Je lui dis, je vais pas mettre ça. Si. Donc j'ai passé à nouveau 2 mois pour trouver des musiques libres de droit et tout ce qui s'ensuit. Chaque fois, j'ai pris 2 mois dans la vue. Chaque fois que j'avais le malheur de montrer les brouillons à quelqu'un, quoi. Donc bon. Ah, mais c'est un travail, c'est un vrai travail. Hein. C'est un vrai travail. En plus, quand vous êtes homme orchestre, que vous devez tout faire vous-même, c'est en ça en plus que je trouve que c'est exceptionnel comme boulot, quoi. Ça a été bénéfique. Alors après, le problème, c'est que bon, encore une fois, c'est vraiment, je l'ai bricolé, c'est-à-dire qu'il y a des problèmes d'enchaînement, de transition. Enfin, il y a un professionnel, à mon avis, doit s'arracher les cheveux. Ah oui, donc, bon, c'est un professionnel, mais personnellement, j'ai pas remarqué ça. Parce qu'on est dedans en même temps. On est dedans, voilà, c'est ça. À la rigueur, il y aurait un truc énorme qu'on ne le verrait pas parce qu'on est complètement emporté, quoi. Donc, enfin, il y a 2 fautes. Moi, je vois que ça, justement. C'est ça le problème. Bon, trouvez-les, les amis. Voilà. Le jeu, maintenant, c'est trouver les 2 fautes que Pierre il y en a une. Hashtag glace à la fraise et les 2 fautes. Il y en a une, je l'ai signalée. Donc, bon, maintenant, les gens le savent. Mais ça, je m'en veux parce que il y avait des trucs que j'avais pensé à corriger. Puis après, pris dans la tourmente, j'ai oublié. Puis voilà, quoi. Bon. Pour faire un petit peu de montage maintenant, je sais quelle galère c'est quand même. Mais ça, il faut avoir quelqu'un qui est un relecteur, qui sait faire ça. Parce qu'il y a un moment où on ne voit plus son propre travail. C'est ça le problème. C'est clair. Non, c'est ça, c'est que les gens, il faut qu'ils comprennent que là, c'est quand même un travail amateur malgré tout, mais c'est un travail colossal, que ce soit dans la recherche, dans trouver les bons documents, construire le documentaire, enfin, le mettre en place. Donc, à peu près 2 ans, c'est ça?
Oui, c'est-à-dire que en fait, j'avais fait plusieurs brouillons qui ont énormément évolué. Donc, il y a des trucs que j'ai abandonnés, puis d'autres que j'ai repris, que j'ai poursuivis. Et disons, la dernière année, oui, j'ai beaucoup bossé quoi, dessus. Une fois que je commençais à avoir une structure qui était à peu près cohérente, ça a demandé un travail de… Parce qu'en fait, un de mes problèmes, c'est… Alors, il y a les bouts d'interview, tout ça, que je suis allé chercher. Mais pour le reste, au maximum, j'ai essayé d'éviter tout ce qu'on voit dans beaucoup de vidéos, c'est-à-dire l'image utilisée en simple illustration. Par exemple, moi j'ai souvent vu ça dans des docs. Quand un documentaire se met à parler de Roswell, ben, ils sont allés chercher des images d'archives où on voit des gens avec une espèce de soucoupe bricolée, et puis ça suffit. Oui, mais souvent, ces images, elles ont 10 ans d'écart par rapport aux événements. Donc moi, ce que j'ai essayé de faire, c'est au maximum… Alors, il y a des images d'illustration également, mais j'ai essayé de faire qu'elles collent au contexte, qu'elles soient cohérentes par rapport à ce que je dis. Et ça, c'est une vraie contrainte parce que j'ai dû sacrifier la qualité des images, enfin la qualité visuelle, à la qualité historique, justement. Et bon, moi, j'ai la chance de connaître un peu ce matériau, mais c'est vrai que c'est difficile parfois d'évaluer la pertinence de tel document. Donc, j'ai essayé de coller vraiment, pour les interviews de Friedman, d'utiliser par exemple des enquêteurs de l'époque, d'utiliser des images qui correspondaient au moment où ils interviennent, qui sont le moins distantes possible, ou alors vraiment de le dater, de montrer pourquoi. Ça, c'est une grosse partie du travail, c'est une vraie contrainte. Et il y a des moments pour illustrer, j'étais en panne parce que j'avais du texte et je me disais qu'est-ce que je mets comme image, parce que je voulais pas mettre n'importe quoi, justement. Oui. Justement, sur le texte, il y a quelque chose, parce qu'on n'imagine pas quand même, moi j'y pensais, il y a eu des moments où vous avez dû vous arracher les cheveux en disant là j'ai mon texte, où je dois le dire très vite, où j'ai pas le temps de tout le dire. Est-ce que vous avez rencontré ces problématiques de timing de texte, en fait? Ça doit être une horreur, ça. Le truc, c'est que j'ai passé mon temps à réécrire des passages, à les réenregistrer, à couper. J'ai fait énormément de coupes. Alors, le problème, c'est que justement, moi, il y a des choses qui me gênent un peu maintenant parce que j'ai l'impression de certaines répétitions ou trucs comme ça. J'espère que ça s'entend pas trop. Mais parce que moi, je sais où je suis intervenu. Par exemple, sur le livre de Berlitz et Moore, mais j'avais 3 fois plus long. Et c'est ça, voilà. Le problème, c'est que la voix prend du temps, quoi. Enfin, on peut pas non plus… Alors, la voix prend du temps, et puis surtout, j'expliquais quasiment chaque chapitre. Donc, il y a un moment, j'ai dû sacrifier parce que je me disais, ça devient inutile. C'est trop par rapport à l'argument que j'essaye de faire, quoi. Bon, il va falloir diffuser les bonus maintenant, alors. Alors après, évidemment, après, je peux choisir de faire une vidéo sur tel aspect. Par exemple, il y a une chose que je pourrais faire, c'est vraiment la description minutieuse de comment, dans les années 70, cette idée de crash de soucoupe est devenue peu à peu raisonnable dans l'ufologie américaine. Parce que ça, c'est un chapitre en soi que j'ai abordé quand même assez rapidement. Il y a plein de choses dont j'ai pas pu parler. Faire des espèces de spin-off par rapport à ce squelette et de dire, bon, bah là, là, je fais un focus là-dessus. Ça, c'est une très bonne idée. Ce serait génial, ça. Ça, ce serait top. Bifurqué, voilà. De faire les bonus, les compléments d'information, parce qu'on est tous conscients que quand on fait un documentaire ou même une petite capsule, et c'est ça aussi l'inconvénient des petites capsules, c'est qu'on peut pas mettre grand-chose dedans, et il manque beaucoup d'informations. Quelque part, c'est pour appâter un petit peu les gens et leur donner goût à découvrir d'autres choses. Donc après, les mettre en bonus, pour ceux que ça intéresse, c'est très enrichissant aussi. Il y a des choses que j'ai regretté d'avoir enlevées. Par exemple, dans la première vidéo, j'avais David Bowie, Electric Light Orchestra. Enfin, j'avais des trucs extraordinaires. Boston. On sait que la musique, c'est quelque chose d'important pour vous, effectivement. On l'a senti dans les premières capsules des projets Crank, effectivement. Des fois, on doit se dire, j'aimerais utiliser cette musique, mais j'ai pas le droit, quoi. Alors déjà, j'avais un générique de fin avec David Bowie, j'ai dû l'enlever parce que je me suis dit, là, je suis mort. Ça va pas passer. Voilà. Et puis surtout, je parlais concrètement de David Bowie, puisque les extraterrestres chez David Bowie, c'est important. Et puis c'est la période des années 60-70. Et donc, j'avais fait tout un flashback au moment où j'explique justement le contexte des années 70. J'étais allé justement jusqu'à la culture pop. Bon, il y a un moment après, je me suis dit, il y a trop de choses, quoi. Donc, je pouvais pas tout garder. Mais ça, je pense faire plus tard une vidéo sur les années 70, quoi, spécifiquement. Mais vraiment, c'est vrai qu'il y a de quoi faire des zooms, hop, de prendre un truc, on agrandit, on fait une capsule peut-être moins longue,
peut-être 20 minutes, peut-être une demi-heure, mais que vous puissiez vraiment faire votre propos comme vous vouliez le faire. Ça, déjà là, hein, pour ceux qui hésitent à regarder parce que ça dure quand même 1h10, coupez-le. Alors, honnêtement, ça passe très vite, mais coupez-le en petits morceaux s'il faut. Hein. Ça, Pierre, vous ne pas comme ça. Mais ce sera peut-être quelque chose à faire, c'est le chapitrage, justement. Ça, c'est vrai que ça peut être utile. Ah oui, ça, il faut que je le fasse, oui, les différentes parties, oui. Proposer le chapitrage, parce que ça, c'est vrai que ça peut permettre aussi de picorer un petit peu. Ça, je regarde le premier chapitre, demain, chapitre 2, quoi. Voilà. Bon, mais ça, il faut que je fasse. Mais en fait, il y a des outils que je ne maîtrise pas complètement encore. Donc, on vous donnera un coup de main, Pierre. Il y a une erreur et j'aimerais changer une partie. Mais moi, je ne sais pas utiliser le banc de montage de YouTube, donc il faut que je m'habitue. Bonne chance. Ça serait bête d'effacer ma vidéo alors qu'elle est finie, quoi. Mais bon, le banc de montage de YouTube, je vous souhaite bonne chance. Hein, je vous le dis. Hein, ouais, c'est quand même rudimentaire, mais bon, pourquoi pas. Alors, écoutez, ce que je vous propose, on va clôturer pour ce soir, en tout cas, cette présentation de ce documentaire. Bon, je pense que vous avez compris qu'on est quand même emballé par ce documentaire, et Camille et moi, et pas que, puisque comme Pierre l'a dit, au niveau des commentaires, ça a été quand même très positif. Oui, et c'est normal. Et je pense que ça va aller en augmentant, et franchement, c'est tout à fait normal. Quand je vois certains, si vous l'avez vu, hein, avec un petit hashtag glace à la fraise, si vous avez compris. Hashtag glacé à la fraise, hein. On saura d'où vous venez, effectivement. C'est ça. Alors, Pierre, je vous propose maintenant qu'on utilise les quelques minutes qui nous restent pour aborder votre deuxième actualité. Alors moi, c'est vrai que moi, c'est jackpot ce soir entre votre documentaire et cette fameuse série OVNI de Canal+, qui a commencé donc lundi dernier, qui a été écrit par Clémence Dargent et par Martin Douer, qui a été réalisé par Anthony Cordier, avec des acteurs exceptionnels, Melville Poupeau, Géraldine Payas, le petit Alessandro Mancuso, vous avez Olivier Broche, enfin je ne vais pas tous les dire, Laurent Poitrenaud aussi qui est exceptionnel dedans. Tu connais le GEPAN, groupe d'études des phénomènes aérospatiaux non identifiés? Pas les ovnis, quoi. Tu prends la tête du GEPAN. Moi, j'y connais rien en ovnis. Mais il existe vraiment ce bureau? Moi, je croyais que c'était une blague. Donc, il était comment, ce vaisseau? L'invasion a déjà commencé? Commandant Valérie Delbros, direction de la sécurité militaire. Arrêtez de poser des questions. Mais tu t'occupes des ovnis, toi, non? Le travail, c'est plus important que moi. Eh ben, disons que... J'ai pas bonjour. Préparez-vous à être bousculé dans vos certitudes. Et Le Figaro vous a demandé d'écrire un papier, et c'est vrai, on va être clair, peut-être. Non, en fait, c'est pas moi qui ai écrit le papier, c'est Olivier Delcroix, mais disons qu'on a dialogué, puis on a discuté du contexte, voilà, il a construit un article autour de notre discussion, on va dire, voilà. Bon, alors, je sais que vous avez regardé la série, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous? Alors moi, la série, je l'aime beaucoup, je trouve que scénaristiquement, elle est extrêmement bien faite, il y a plein de petits clins d'œil, justement, alors, moi, j'aimerais connaître les décorateurs, parce que je pense que les décorateurs, ils ont bien fait leur boulot, justement. Et je crois qu'ils sont décédés, hein, ils ont trop travaillé, là ils sont, ils sont en asile psychiatrique. Là. En fait, j'ai regardé les 12 épisodes à la suite. Donc, si ça m'avait ennuyé, il y a un moment, je crois que j'aurais laissé tomber. Donc, voilà, c'est vraiment, ça tient bien. On peut regarder les 12, ça prend un peu de temps, mais on peut les regarder à la suite, il n'y a pas de problème. Donc, je trouve qu'au niveau de scénaristique, c'est vraiment extrêmement bien fait, c'est bien écrit, c'est remarquablement réalisé. En fait, il y a un travail magnifique. Comment dire? Moi, en fait, le truc, c'est que j'ai toujours cette espèce un peu de décalage, comme j'observe un peu tout le temps les réactions des gens, et je me demandais justement beaucoup comment certains différents publics allaient réagir par rapport à ça. Et ça, c'était un peu mon inquiétude, quoi. Je me disais, ça peut partir dans plein de directions différentes. Et mais comment dire, parce que il y a un équilibre en fait extrêmement bien fait, mais qui aurait pu être totalement raté entre justement il y a une espèce de fil rouge très sérieux du début à la fin, et puis il y a plein de moments de comédie. Et ça, c'est un mélange qui est, alors moi j'ai pas d'expérience là-dessus, mais je pense que ça doit être très difficile à agencer ce genre de choses. Et au niveau du jeu d'acteurs, par exemple, il y a plein d'acteurs justement qui jouent sur ces deux registres. C'est quand même pas évident à faire. Et Melville Poupeau, qui joue le rôle de ce directeur, de ce gars qui est placardisé en devenant directeur du GEPAN, il a en plus tout ce travail de
d'acteur entre le début où en gros il prend ça comme une baffe et puis peu à peu il est pris dans le phénomène parce qu'il constate qu'il se passe des choses bizarres. Et là, je trouve qu'il y a une espèce de variation dans le jeu d'acteur qui est d'une subtilité. Je trouve que c'est magnifiquement réussi, quoi. Et bon, tous les autres acteurs sont de ce niveau-là. Il y a une équipe très. En plus, ils sont très différents et ils forment une équipe c'est très cohérent. Ça tient. Donc, non, c'est souvent les séries françaises, on a un peu une appréhension. On a été habitué à des tas de trucs pas toujours très réussis. Et moi, j'ai regardé. Je connais le sujet, je connais le contexte. J'ai repéré les bouquins sur les ovnis dans l'armoire au fond du bureau du GEPAN, donc je vois comment ils ont bossé. La soucoupe sur l'ordinateur, je sais d'où elle vient, le vaisseau de Star Trek aussi. Enfin bon, donc il y a un mélange. Alors, il y a aussi des petits anachronismes parfois. Oui, Il y a un mélange très subtil en fait entre le contexte d'époque et des anachronismes qui permettent de raccrocher le spectateur contemporain à cette époque. Et ça, c'est assez. Alors, il peut y avoir des erreurs qui sont glissées, mais l'ensemble reste cohérent. C'est ça qui est amusant. Donc, moi, j'ai bien aimé la série. Voilà. Ouais. Bon, ben voilà. En tout cas, effectivement. Mais bon, de ce que j'entends, c'est quand même une réussite et le public est là et le public est quand même content. Il faut savoir qu'avant la diffusion, le petit monde ufologique était quand même pas trop rassuré, voire carrément hostile. J'ai même des personnes avec qui j'ai dû un petit peu me batailler parce que moi je l'avais vu avant sa sortie, donc je savais de quoi on parlait, et dont quelqu'un qui au final était assez point fermé et qui m'a écrit cette semaine en me disant Pascal, je me suis complètement planté, c'est juste génial, quoi. Donc voilà, donc c'était chouette, non pas que j'ai eu raison, mais que la personne l'ait regardé et aimé, effectivement. Alors moi quand j'ai vu l'annonce, c'est vrai que la première réaction, j'étais un peu inquiet, quoi. Je me suis dit, dans quoi on s'engage, parce que les gens du GEPAN. Alors, c'était le look d'ensemble au début, avec le flamant rose et tout. Je me disais, c'est quoi, c'est Podium, c'est quoi comme film donc, voilà, je me disais, le GEPAN, il risque de trinquer, quoi. Attendez, ça reste bienveillant tout du long, quoi. En fait, D'ailleurs, cette bande-annonce a été squeezée. Moi, je voulais la retrouver, mais j'aurais dû l'enregistrer parce qu'elle a été coupée. La première bande-annonce, vous avez quand même Didier Mathur, donc le directeur du GEPAN et son bras droit, qui vont voir des témoins. Le gars ouvre la porte et il dit « Hey, Viviane, c'est les deux trous du cul du GEPAN. » Et quand... voilà, c'est resté dans la série. Mais c'est vrai que quand j'ai vu ça, j'ai fait « Mais ils sont fous !» Ils sont fous. Bon, je pense que le GEPAN a dû leur dire non, attendez, celle-là, vous pouvez pas la laisser quand même parce qu'elle est quand même violente. Bon, elle est dans la série, mais c'est vrai que c'est un peu mon premier contact avec OVNI et j'ai dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc, quoi. C'est un peu brutal, quoi, oui. C'était violent. Bon, après, celle-là, elle est plus trouvable. Si quelqu'un là, vous me l'envoyez parce qu'elle est collector quand même. D'accord. Elle est collector. Alors, Le Figaro a également demandé l'avis d'un journaliste assez célèbre en ufologie, bien sûr, c'est Jean-Claude Bourret. Alors, pour tout vous dire, je vous raconte tout, je vous raconte la petite histoire. Moi, Jean-Claude, je l'ai eu la semaine dernière pour lui souhaiter la bonne année, déjà. Et puis, je lui ai demandé, puisqu'il est un acteur joue son rôle, et je trouve qu'il le joue particulièrement bien, d'ailleurs. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Pierre. Oui, moi, j'ai trouvé qu'il était assez ressemblant. C'est pas un souci. Il campe bien, le ton, quoi, de Jean-Claude Bourret. Oui, alors d'ailleurs, j'ai demandé à Jean-Claude, est-ce que tu as vu cette série? Il m'a dit non, je l'ai pas vue. Donc j'ai envoyé un petit message à Clément. Je lui ai dit, écoutez Clément, est-ce que vous pouvez envoyer la série à Jean-Claude pour qu'il puisse la voir? Et il est interviewé justement également dans le Figaro par rapport à son expérience, par rapport à la série. Donc je trouve que c'est chouette aussi. Voilà, je trouve vous deux à côté, c'est bien. Alors, lui, il est totalement légitime parce que les années 70 et les soucoupes volantes, c'est Jean-Claude Bourret. Je veux dire, si on avait attrapé quelqu'un dans la rue dans les années 70 et qu'on lui parle des ovnis, le nom de Bourret venait automatiquement derrière. Quoi. Non, Jean-Claude était incontournable, effectivement. Ouais. Donc, il n'y a aucune ambiguïté là-dessus, quoi. Ouais, c'est clair. Et je peux vous dire, je vous le dis, hein, je le dis face caméra, mais Jean-Claude, c'est vraiment quelqu'un d'adorable. C'est vrai que c'est quelqu'un d'accessible qui pourrait faire sa diva, ne pas. Mais non, à chaque fois que vous l'appelez, un mot gentil, comment tu vas, des machins, et toujours ces questions de journalisme. Mais toi, tu travailles là-dedans, alors qu'est-ce que tu penses de ça et tout. Enfin, ce qui est marrant avec Jean-Claude, c'est qu'il lâche jamais l'affaire. Il est tout le temps en mode journaliste, question. Et j'ai trouvé vraiment son personnage. Encore une fois, c'est pas un sosie,
mais il y a un mimétisme qui est évident dans cette interview quand même, qui est excellente. Et il y a un petit aparté d'ailleurs, récemment, je ne sais pas d'ailleurs qui c'est qui a monté ça, il y a une chaîne sur YouTube qui s'est montée où on peut trouver l'intégralité des émissions Pas de panique du printemps 74 que Jean-Claude Bourret a fait avec Claude Villers. Ah bah et ça, le son, c'est très bien présenté. Alors, il n'y a que du son, il n'y a pas d'image, évidemment, mais le son est d'une qualité remarquable, donc ils ont eu des enregistrements de très bonne qualité. Et il y a toute la série bien rangée, on peut les écouter dans l'ordre qu'on veut, mais on peut suivre. Et vraiment, ça nous replonge. Ces documents étaient très difficiles à trouver. Moi, j'avais des cassettes, mais c'est quand même pas du tout la même chose. Et donc là, on peut se replonger dans toute la série de ces émissions de Bourret, donc dans le cas de Pas de panique de Claude Villers. Et à l'époque, ça a été une rupture parce que c'était la première fois qu'on voyait des émissions qui étaient bienveillantes sur le sujet et qui faisaient intervenir autant de scientifiques qui n'étaient pas des militants rationalistes violemment anti-soucoupe. Donc, ça a été une espèce de tournant. Et d'ailleurs, bon, le 74, c'est le moment où l'ufologie, les groupes d'ufologues privés en France ont explosé, littéralement. Ouais, on est bien d'accord. Là, j'ai pas en tête. Voilà. Effectivement. Donc, on mettra en barre de description, du coup, pour que les gens puissent aller voir. Voilà. Bon. Alors écoutez, vous avez compris, vous avez des choses à voir, vous avez le documentaire de Pierre, vous avez la série OVNI. Alors sachez aussi que Canal a été sympa, je sais pas, en tout cas vous avez le premier épisode en accès libre, mais enfin en même temps c'est un petit peu salaud, parce qu'une fois que vous l'avez vu, waouh, vous vous dites c'est un peu court, c'est comme la glace à la fraise, il n'y en a jamais assez, donc... Donc on se dit parce que encore. Les épisodes font une demi-heure quand même. Une demi-heure. On reste sur sa fin. Au début du premier, on a envie de voir la suite. Oui. Alors sachez aussi qu'on a fait la semaine dernière une interview donc de Clémence et de Martin qui ont été formidables, qui ont été super généreux, qui ont répondu à toutes mes questions, qui nous ont vraiment donné beaucoup d'informations. Et c'est ce que je leur disais, il y a une forme d'addiction dans cette série, comme elle dure qu'une demi-heure et que les cliffhangers, Pierre, je pense que vous serez d'accord, à chaque fois l'épisode se finit sur un truc et vous vous dites je peux pas rester là-dessus, quoi. Je continue. Et puis vous vous retrouvez 1h du matin et vous dites ouais, mais demain ça va être compliqué quand même, donc je vais me coucher. Voilà, ce qui est surprenant, c'est que autant au départ, quand j'ai commencé à voir les photos, le prod, le flamant rose, la boule à facettes, là j'étais un peu inquiet. La manière dont c'est amené dans chaque épisode, en fait, c'est à la fois surprenant, bizarre, mais totalement cohérent. Donc là-dessus, la réussite est complète, quoi. La réussite est totale. Je vous admets qu'on attend impatiemment la saison 2. Je pense que Clément et Martin, là, à chaque mot qu'ils écrivent, ils doivent se dire ou. Ça ne doit pas être évident. Hein, mais en tout cas, on va continuer à les suivre et j'espère qu'on arrivera à grappiller quelques informations pendant l'écriture de la deuxième saison d'Anthony Cordier, des acteurs, pourquoi pas, enfin on va voir ce qu'on peut avoir. Hein. Donc voilà, OVNI, à voir, et très honnêtement, je pense que vous ne serez pas déçus. Point important, on finit là-dessus, projet Crank, début d'année, je vous ai trouvé très en forme, Pierre, en termes d'écriture quand même. Merci. Ouais. Bon, j'espère que j'arriverai à faire mieux pour les prochains parce que moi, je vois bien toutes les choses qui a amélioré en tous les cas. Donc, en tout cas, nous, vous savez qu'on partage régulièrement Merci beaucoup. Ouais. Alors, on ne le partage pas pour vous faire plaisir, mais on le partage pour se faire plaisir. Hein. Je suis très honnête avec vous. C'est tout le temps d'excellente qualité. C'est sourcé, c'est agréable à lire, c'est pédagogique. Enfin, vraiment, à chaque fois que je partage un projet Crank, c'est comme la purée mousseline, je sais que je vais faire des heureux, quoi, parce qu'il y a des gens qui vont lire. Et alors, amis téléspectateurs, faites-moi plaisir. Vous vous abonnez sur la page Facebook du projet Crank, parce que j'estime qu'aujourd'hui, il n'y a pas assez d'abonnés. Vous vous abonnez sur la page YouTube du projet Crank. Au moment où on enregistre cette émission, c'est 353 abonnés. Je crois, Non, stop. 322. 322, voilà. Non, abonnez-vous. Là, on a un média de super qualité. Abonnez-vous. Voilà, ne ratez rien. Franchement, vous ne serez jamais déçus par ce que va faire le projet Crank. Hein, donc voilà, c'est un appel du cœur. Encore une fois, faites ce que Merci vous beaucoup. Mais non, mais Pierre, vous le savez. Et puis bien sûr, les livres de Pierre qui restent disponibles ou pas, mais enfin qui se trouvent. Je sais pas, oui. Je pense qu'il faut aller chez les bouquinistes. Donc, alors, bon. Je vais être honnête avec vous. Celui-là, Pierre, je l'ai trouvé au bouquiniste des Halles, que vous connaissez peut-être, vous savez. Alors, le boulinier des Halles, c'est ça? Ouais, je l'ai trouvé.
j'étais monté à Paris pour faire une émission chez Bob, et puis j'avais prévu très très large, donc je suis allé au Hall, et je vais au bouquiniste, et je tombe sur cette petite merveille. Alors, il est roots, parce qu'il est plein de café. Alors, on ne le voit pas bien, mais les pages sont remplies de café parce que la personne avait dû mettre du café dessus. Donc j'ai dit, bah, celui-là, je le prends et c'est un petit souvenir de Paris pour moi. Donc si vous tombez sur un livre de Pierre Lagrange, n'hésitez pas parce que les livres sont, bah, je dirais avant tout, Pierre est un écrivain avant tout. Donc bah, je dirais que tout ce qu'il fait, justement, à mon sens, doit vous amener vers ses livres parce que ces livres sont vraiment exceptionnels. Et j'espère, Pierre, qu'on va avoir un nouveau livre bientôt. Ouais, il y en a. Oui, j'en ai plusieurs en chantier, mais c'est vrai que j'en ai 2 qui sont presque finis. Il faudrait vraiment que j'arrive à les boucler, quoi. Ouais, bouclez-les, Pierre, bouclez-les. Parce que... ouais, le problème, c'est toujours de finir les choses, justement. Ouais, c'est l'aspect le plus difficile. Commencer, c'est pas compliqué. Je peux commencer plein de choses. Je sais pas pourquoi je connais ça. Je comprends à peu près ce que vous me dites là, effectivement. C'est un petit peu le même problème. On est des enthousiastes, on commence des choses, puis après, il faut les finir, effectivement. Bien, écoutez, je pense qu'on va... Allez, on a été bon cette fois-ci, on est juste dans l'heure. Vous voyez, Pierre, on a... Ah oui, 1 heure quand même, ouais. On a été raisonnable cette fois-ci. Pierre, un grand merci de nous avoir accordé 7 heures de votre temps pour ce début d'année. C'est une belle année 2021. Je trouve on a des belles émissions qui sont faites et j'espère qu'on va continuer dans cette lignée sur 2021. Pierre, bah écoutez, moi je vous souhaite le meilleur pour cette année. C'est évident. Même. Merci. Et j'espère qu'on va vous retrouver dans des journaux, dans des émissions, dans des documentaires. Voilà, j'espère que la série OVNI aussi va permettre peut-être un petit peu de faire remonter tout ça à la surface. Et obligatoirement, les journalistes tomberont un moment sur Pierre Lagrange et peut-être que justement, ils auront envie de vous poser des questions pour arrêter parfois peut-être les sujets tarte à la crème et justement rentrer un peu plus dans le sérieux des choses. Parce que c'est un sujet passionnant, quoi qu'on en dise. Bien, merci infiniment. Pierre, merci beaucoup. Camille, merci beaucoup. Bah, avec plaisir. Et puis écoutez, je vous invite bien sûr encore une fois, petit pouce bleu si l'émission vous a plu. Clic sur Projet Crank et clic abonnement aussi sur Maybe Planet. Et puis si vous voulez aller un petit peu plus loin, bien sûr, vous avez la page Tipeee pour nous donner un petit coup de main financier. Voilà, écoutez, il me reste à vous souhaiter une très bonne fin de journée et à très bientôt. À bientôt, merci. Bonne soirée, merci beaucoup.